Salut les gens! En avril 1922, à 60 km de Munich, si tu sais pas, c'est en Allemagne. Tu sais, le pays déjà responsable de la naissance d'un certain Adolf et d'un autre Ed. En tout cas, comme je disais, dans une petite ferme isolée en Allemagne, a lieu un effroyable massacre dont le coupable n'a à ce jour toujours pas été identifié. C'est dingue, ça fait plus de 100 ans. Sombre, dérangeante et teintée de paranormal, cette affaire est l'un des plus grands mystères criminels d'outre-Rhin. Qui c'est qui veut parler de l'affaire d'Interkirch? Alors, Interkirch, c'est le nom qu'on a donné à la petite ferme de la famille Gruber. Elle est située entre Ingolstadt et Schrobenhausen. La ferme est isolée, mais pas totalement perdue, puisque nous sommes à 1 km du village de Kaifeck, d'où le nom de la ferme. Comment ça, tu connais pas? Inter, ça veut dire en allemand avant ou après. C'est dire s'ils se sont pas foulés pour le nom. La famille Gruber qui vit là est composée du chef de famille Andreas. Il a 63 ans, de son épouse, Casilia, 72 ans, Victoria, 35 ans, et ses deux enfants, Casilia, 7 ans, il se fout pas non plus pour le prénom de la petite, c'est le prénom de la grand-mère, et Joseph, qui a 2 ans. Victoria est veuve depuis 8 ans, et son mari Karl Gabriel est mort à la guerre en 1914, dit-on. Il a disparu près d'Arras, dans les tranchées. On n'a jamais retrouvé le corps. Bon, là, tu te dis, jolie petite famille, mais bon, ils ont pas bonne réputation dans le village. Déjà, il se dit d'eux qu'ils sont riches et très radins. Je sais pas trop, mais moi j'en connais plein. Le père est plutôt colérique, voire même tyrannique, et ça se sait dans les environs. Le bruit court qu'il y a une relation incestueuse entre la fille Victoria et le père Andreas. Alors je te rappelle que Victoria, elle est veuve depuis 8 ans, et qu'elle a un petit de 2 ans. Bon, il se murmure aussi que le père, c'est le voisin. Mais on en reparlera plus tard. Et bon, en fait, la rumeur, c'est pas qu'une rumeur. Une femme de chambre les a surpris à batifoler dans le foin. Et hop, procès. Procès, jugé et condamné. Alors en fait, ce qui se dit, c'est que le voisin et Victoria ont une liaison, et que c'est le père Andreas qui a refusé le remariage de Victoria avec Schlintenbauer, c'est comme ça qu'il s'appelait. Du coup, le voisin... il a refusé de reconnaître l'enfant, logique, en clamant haut et fort que c'était un enfant de l'inceste. C'est dire si le doute plane autour du gamin, quand même. Bon, avec tout ce qui se dit sur eux, forcément, les Gruber, ils étaient un peu rejetés. Bon, Victoria, elle était bien plus populaire que le reste de la famille, puisqu'elle allait à l'église, elle avait plein d'amis, donc elle était un petit peu mieux vue quand même. Bon, la grand-mère, personne ne la voyait jamais. Bon, ça, c'était pour te parler un petit peu de la famille. Revenons en fait. On part directement en 1921. Il s'est passé quoi? La femme de chambre, à l'époque, s'appelle Crescens Rieger. En août, elle parle au Gruber de sa volonté de quitter la ferme parce qu'elle ressent des terribles angoisses. Elle est persuadée que la ferme est hantée. Elle entend des bruits de pas au-dessus, voilà. Ça va pas du tout. Ouais, alors elle entendait des bruits de pas, des voix venant du grenier. Elle se demandait, elle était vraiment persuadée que la maison était hantée. Le 29 mars 1922, il y a encore eu un élément un petit peu étrange. Une tempête de neige, toute la nuit, et le lendemain, Andreas découvre des traces de pas le long de la maison. Alors forcément, il cherche de qui ça peut venir. Et il trouve rien. Du coup, Gruber, se remémorant un petit peu les dires de sa femme de chambre, elle doute. Peut-être il y aura un intrus dans la ferme. Il fouille tout, il trouve rien. C'est pas fini! Fin mars, les Gruber sont réveillés par des bruits de pas en pleine nuit qui semblent venir du grenier. Après inspection, ils trouvent rien. Pas non plus de traces de pas dans la neige. Voilà. Ils pensent avoir rêvé. Par contre, à son retour d'inspection de la propriété, il fait une découverte un peu bizarre. Il trouve un exemplaire du Müncher Zeitung, le journal local, alors qu'il sait très bien qu'à son premier passage, il n'était pas là.
D'ailleurs, dans la famille, personne lisait les journaux. Et c'est pas fini, toujours pas, parce qu'en rentrant dans la maison, il s'aperçoit que son trousseau de clés a disparu. Il y a quand même un petit truc qui cloche. Gruber fait le tour de la propriété, il interroge les voisins, rien du tout. Pour n'effrayer personne, il en parle à personne. Comme ça, clair. Le 31 mars, une nouvelle femme de chambre arrive à Interfec. Elle a 44 ans, elle s'appelle Maria Baumgartner. Baumgartner. C'est dur à dire les noms allemands quand même. Hein. On repart directement le 4 avril. Là, les habitants du village de Kaifek commencent à s'inquiéter. Ils n'ont pas vu aucun membre de la famille Gruber depuis plusieurs jours. C'est bizarre. Bon, en même temps, je te rappelle que la famille est pas des plus populaires. Hein. Donc, ouais, c'est logique qu'ils aient mis plusieurs jours à s'en inquiéter. Depuis le 31 mars, personne n'a vu la famille Gruber. La petite Casilia s'est pas rendue à l'école, et on n'a pas non plus vu les Gruber à l'église, alors qu'ils ratent jamais la messe. Le 1er avril, on sait que des commerçants s'étaient rendus à la ferme, mais n'avaient pas vu âme qui vive, c'est le cas de le dire. Et on a même le charpentier Michael Plockl, qui tard dans la soirée du 1er avril, avait traversé la propriété, et avait vu un homme se diriger vers lui. Alors il n'a jamais vu qui c'était puisqu'il avait été aveuglé par la lumière, mais qu'il avait tellement eu l'impression que l'homme était, que la personne était un peu menaçante, qu'il n'a pas insisté, il a taillé sa route. Hein. Le facteur dira également que le courrier n'a pas été récupéré depuis le 1er avril. Lorsque le 4 avril, un mécanicien racontera qu'il a passé 5 heures à la ferme pour réparer un tracteur et qu'il a vu personne de chez personne, on va commencer à se poser sérieusement des questions. Chose étrange, le mécanicien qui s'appelle Hoffner racontera qu'il avait entendu le chien aboyer toute la matinée dans l'écurie, et comment il va repartir, il va voir le chien attaché devant la maison. C'est donc qu'il y avait quelqu'un. Les propos du mécanicien vont arriver aux oreilles de Lorenz Schlittenbauer, l'ex de Victoria, le père supposé de Joseph, à moins que ce soit Andreas, bon tu comprends, tu vois qui c'est, et il va envoyer 2 de ses fils à la ferme pour voir s'il n'y a pas un souci. Mais ils rencontrent personne et ils reviennent vite au village. Schlittenbauer décide quand même d'aller jeter un œil lui-même, il emmène d'autres personnes avec lui, plus ses 2 fils complètement bigleux, apparemment. Hein. Et là, tout est calme lorsqu'ils arrivent à la ferme, mis à part le chien qui aboie dans la grange. Les 2 adultes vont donc naturellement aller jeter un œil, et là, ils tombent sur une vision d'horreur. T'as des cadavres qui gisent dans la grange, empilés les uns sur les autres, dans une flaque de sang. Il y avait là Andreas, sa femme Casilia, sa fille Victoria, et la petite Casilia. Ouais, je dis la petite Casilia parce que je te rappelle que la grand-mère porte le même prénom que la petite fille. Voilà, c'est pour suivre un petit peu quand même. Alors, il manquait le petit Joseph quand même, du coup. Peut-être il a été épargné. Donc Lorenz, qui est peut-être son père, va décider d'aller jeter un coup d'œil directement dans la ferme, sans rien dire à personne. Il y va, et là, hélas, il retrouve le petit Joseph, mort, dans son landau, et pas que, parce qu'il va trouver également baignant dans son propre sang, Maria, la nouvelle femme de chambre, qui apparemment a été tuée le jour même, ou le lendemain de son arrivée. Ça, c'est un job de rêve. Alors la nouvelle va vite se répandre forcément, et t'as plein de badauds qui vont venir voir, hein, qui vont venir jeter un œil, et qui vont saccager la scène de crime. Ça aide pas à faire une bonne enquête. Hein. L'affaire va être confiée à l'inspecteur Georg Reinbrugger. Encore une fois, je fais ce que je peux pour la prononciation des noms. Alors l'enquête initiale va être un peu difficile parce que il y a une personne, vraisemblablement le meurtrier, qui aura vécu quelques jours dans la ferme, et qui aura effacé quand même pas mal de traces. Hein. Allant même jusqu'à déplacer les corps, les objets, et même à se faire à manger, tranquille. Dans la ferme, il y avait le calendrier qui était accroché et qui affichait la date du 1er avril. Et non, c'était pas un poisson d'avril. Comme il avait établi que toutes les victimes avaient été assassinées la veille, c'était sans doute le meurtrier qui avait tranquillement arraché la page pour dire tiens, on passe au jour suivant.
Ce geste aurait été commis par un membre de la famille, donc le jour suivant, et ça a donné une des hypothèses qui disait, entre autres, on reviendra plus tard, que Andreas a tué toute sa famille. Le lendemain de la découverte des corps, le médecin légiste va pratiquer une autopsie, directement dans la cour de la ferme, et il va établir que l'arme du crime la plus probable est une pioche, ou un outil agricole en forme de pioche, ou une herminette, ou une lame marquée. Bon, en fait, il sait très vaguement. Les victimes retrouvées dans la grange portent des blessures atroces, 8 trous dans le côté droit du crâne pour la vieille, tandis que sa fille en avait 9. Alors, chose particulière pour Victoria, on a des traces de strangulation sur son cou. La petite avait un seul trou sur le côté droit du visage, provoqué par un coup de pioche aussi. Elle avait également la mâchoire fracturée parce que le meurtrier avait certainement utilisé un bracelet de fer pour lui mettre un coup. Par contre, c'est pas tout ça qui l'a tuée, puisqu'on sait qu'elle a été égorgée avec un petit couteau qui va lui être retrouvé aussi dans la grange, dans le foin. Donc il a certainement été perdu par le meurtrier à un moment. La petite, elle est à moitié nue, c'est certainement le meurtrier qui l'a déshabillée. Et on sait que la petite a agonisé pendant des heures, et que pendant son agonie, elle devait tellement souffrir qu'elle s'est arraché des mèches entières de cheveux. Alors Gruber, lui, Andreas, il a des blessures qui sont complètement différentes de celles de tous les autres membres de la famille. Alors il est simplement décédé à la suite d'une chute sur une pioche. Directement, il se l'est planté dans la tête. Tout seul comme un grand. Pioche qui a été retrouvée dans l'abreuvoir des animaux, d'ailleurs. La blessure a déchiré son artère carotide, ce qui a provoqué sa mort en assez peu de temps. La chair de sa joue droite était déchirée, on voyait l'os, carrément. Et c'était là sa seule blessure supplémentaire. Le meurtrier avait partiellement dissimulé les corps en les recouvrant en fait de foin et d'une porte en bois. À l'intérieur de la maison, la femme de chambre, elle était recouverte de plein de draps, et le petit Joseph, simplement d'une robe. Alors il avait été massacré, mais lui, un seul coup de pioche avait suffi. Pour Maria, elle avait des blessures sur le visage, et elle avait reçu un coup de pioche aussi, perforé d'un coup de pioche dans la tête. Alors, ce qui va se dire forcément, c'est que le tueur savait bien manier la pioche, parce qu'il, voilà, les coups étaient plutôt bien portés, avec force, vigueur, habitude. Alors, petit détail un peu dégueu, comme c'était souvent le cas à l'époque, le médecin légiste en fait a prélevé les crânes, a décapité toutes les victimes pour envoyer les têtes à Munich pour que ce soit expertisé. Et là, on les a perdus. C'est parce qu'elles sont devenues. Donc la famille Gruber a été enterrée sans les têtes. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, dans le cimetière de la ville de Kaifek, t'as 6 corps sans tête. Bon, et si on faisait une petite pause batterie dans notre récit, du coup c'est l'occasion de te dire, si t'aimes bien les vidéos, il faut t'abonner, et puis il faut m'aider à faire vivre un petit peu tout ça, parce que là on est à 475 abonnés à peu près, il faut continuer de faire vivre la chaîne, le but c'est que ça continue de monter, donc tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, comme ça fera vivre la vidéo en plus, puisque ça joue sur des algorithmes. Moi c'est toujours agréable pour moi de voir qu'une vidéo est vue et appréciée, donc tu peux mettre un pouce aussi, c'est possible, et donc maintenant que tu sais tout ça, et maintenant que tu vas faire tout ça, c'est le moment d'avoir la suite de l'histoire. Aïe. Merde, putain, c'est pas possible ça. Alors je reviens du coup sur un élément de l'histoire que j'ai déjà évoqué. Ploc-Lot, tu te rappelles le gars du village qui était passé devant la ferme et qui avait été aveuglé le soir par une lanterne, le soir où les gens étaient déjà morts, je te rappelle. Et il racontera aussi qu'en fait, une odeur nauséabonde sortait de la cheminée, comme si on était en train de brûler des chiffons, ou voilà, c'était vraiment une odeur très très désagréable. Peut-être des chiffons, plein de sang, voilà, ça, on peut l'imaginer comme ça en tout cas. Alors on a fouillé aussi de façon plus approfondie la maison, et on a retrouvé une des armes du crime, planquée directement dans la cuisine, directement dans le plafond. C'était une petite pioche, fabrication Gruber lui-même,
Enfin petite, 80 cm quand même la bête, hein, avec des petits filaments de 8 mm qui dépassaient de chaque côté pour bien transpercer la tête des animaux, pour bien les attaquer au niveau du cerveau. Comme ça, bah, la mort était automatique. Et sympa d'avoir utilisé ça pour tuer les gens. Hein. T'imagines quand même que le petit, c'est ça qui s'est pris dans la tête. Alors quand on a fouillé aussi le grenier à foin, on a trouvé différents éléments. En plus du bandeau de fer là, qui avait servi à frapper la petite, bah, en fait on a trouvé des éléments qui ont permis d'attester le fait que quelqu'un semblait avoir vécu là. Déjà au niveau des tuiles, il y a une tuile qui avait été retirée, et bon, on s'aperçoit que quand on regardait à cet endroit-là, on voyait absolument tout le domaine, toute la ferme. Donc c'était un super poste d'observation. Il y avait des meules aussi qui avaient été déplacées, comme pour s'installer une petite zone bien cachée, bien douillette. Et il y avait même un tapis qui avait été mis au sol, histoire d'étouffer les bruits de pas en fait, hein, au cas où. Il y avait même des cordes qui avaient été attachées à différents endroits de la grange, pour pouvoir descendre plus vite ou remonter plus vite, hein, au cas où un membre de la famille arrivait. Donc là, voilà, pas de doute, il y avait quelqu'un à cet endroit-là, c'est quasiment sûr. Alors, grâce aux premières constatations, la police a déjà un scénario. Bon, le scénario est plutôt très simple. On a les aboiements du chien, puisque je te rappelle que le chien était gardé dans l'écurie le soir, qui vont attirer un à un les membres de la famille, enfin un à un, pas tout à fait, puisque bah, le premier à y être allé, d'après ce qui se dit au départ, c'est Andreas. Ne voyant qu'il ne revient pas et que le chien continue d'aboyer, Victoria enchaîne, ou la vieille, on ne sait pas trop, en tout cas les deux, et puis bah, la petite qui se retrouve toute seule dans la maison, puisque le frère dort, la femme de chambre semble dormir aussi, va se dire il faut que j'aille vérifier moi-même. Imagine la terreur de la petite quand elle va se pointer dans la grange et qu'elle va tomber nez à nez avec les corps de la famille morts. Et c'est là qu'elle se fera certainement frapper, peut-être début de viol, hein, d'après ce qu'on sait. Mais en tout cas, ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle va pas mourir tout de suite et qu'elle va agoniser pendant des heures. On saura même que pendant son agonie, elle a été jusqu'à s'arracher des touffes de cheveux, tellement elle avait mal, tellement elle était en détresse, tellement elle était apeurée. Alors après ça, la famille complètement achevée, bah, il restait plus que Joseph, hein, pour le tueur. Donc c'est là qu'il est allé dans la maison. Il a tué le petit directement dans son dos, et bah, il s'est aperçu qu'il y avait la femme de chambre. Peut-être qu'il ne l'avait pas vue de son point d'observation, justement, cette nouvelle femme de chambre. Et bah, c'est là qu'il l'a exécutée, elle aussi, directement sur son lit. Alors on sait que la tuerie va avoir lieu le 31, et on sait grâce au témoignage des villageois que de la fumée s'échappait de la maison, qu'il y avait une vie dans la maison. Regarde, le réparateur d'engins agricoles, il dit bien que le chien était dans la grange et qu'il aboyait, et qu'après, hein, il l'a vu devant la maison attaché. Donc il y a quelqu'un qui s'en occupait. On sait que les bêtes ont été nourries aussi. Donc il y a vraiment une présence. Le ou les jours qui ont suivi la mort de la famille. D'ailleurs, le meurtrier, c'est forcément lui, il a même été jusqu'à se faire à manger quand même. Il a arraché la feuille du dernier jour de mars pour passer sur l'agenda au 1er avril. Donc, c'était pas un étranger, hein, certainement, le bonhomme. Il avait même trait les vaches. Alors, c'est le frère d'Andreas qui va hériter de la propriété. Et bah, première action, il va la revendre. Et les nouveaux acquéreurs vont détruire. Vont détruire la ferme du massacre. Et c'est là qu'on va retrouver une autre arme du crime, une pioche encore tachée de sang. Pour la petite histoire, en 1925, Schlittenbauer, tu te rappelles de lui, l'ex de Victoria, le père présumé de Joseph, va être aperçu en 1925 en train de se promener dans les ruines de la ferme. C'est l'instituteur qui va le croiser, il va lui demander ce qu'il fait là. Donc le bonhomme va pas répondre, hein, forcément, il va juste se contenter de dire « Ah, le sol gelé a empêché le meurtrier d'enterrer les restes de la famille. » C'est louche, non ? Donc cette déclaration étrange a été considérée comme la preuve que Schlittenbauer était le meurtrier. Parce que bah il connaissait intimement l'état du terrain au moment des meurtres. Bon, là où ça va pas, je te rappelle, c'est que c'est lui le premier à être arrivé sur les lieux et à avoir découvert les cadavres. Alors même si on a les armes du crime, du coup on n'a toujours pas de coupable, on a des présomptions sur Schlittenbauer. Mais il y a une autre hypothèse qui va émerger petit à petit.
Peut-être un crime passionnel, c'est pour ça qu'on a suspecté Schittenbauer, parce que je t'ai dit, l'ex de Victoria, il voulait se remarier, ou il venait de se remarier, je sais pas bien, mais en tout cas, ce qui a été dit, c'est que il avait peur qu'on lui demande une pension pour le petit. Ça aurait fait désordre. Bon, ça va un peu loin, hein. Faut être sacrément radin quand même. Alors, la preuve ultime pour les enquêteurs, c'est que Schittenbauer, quand même, quand il est rentré dans la grange, le chien s'est mis à aboyer sur lui. Ce chien, il aboyait sur tout le monde. Alors malgré les doutes, on l'a jamais vraiment accusé. Bon, il l'a certainement porté quand même toute sa vie, les doutes des gens, hein. Mais bon, voilà, il est passé au travers, et moi, je pense bien qu'il n'est pas responsable. C'est quasiment sûr. Et quand tu sais pas, tu dis quoi? C'est les fantômes qui ont tué. Je te rappelle que la femme de chambre présente, elle avait dit qu'il y avait un fantôme dans la ferme. Et on sait bien, les fantômes c'est des meurtriers en puissance. Oui. Ouais bon, t'as rien d'autre qui étaye. Hein. Et là, t'as une nouvelle hypothèse qui ressort. Karl Gabriel, tu te rappelles? Le mari de Victoria, qui est mort dès le début de la guerre, directement à côté d'Arras, dans les tranchées, et on n'a jamais retrouvé le corps. Il y a une hypothèse, il y a une double hypothèse. Alors il y a une hypothèse paranormale qui dit que son fantôme est revenu se venger de toutes les trahisons de sa femme. Il y a une autre hypothèse qui dit qu'il est tout simplement pas mort, qu'il s'est barré. Il a été dit qu'il en avait marre de sa famille, et qu'il avait émis le vœu, quand il était en France, de partir en Russie. Et il se trouve que 2 personnes racontent avoir croisé un officier russe, après la guerre, qui leur avait dit qu'il était le meurtrier de l'affaire de Interfake. Bon, tu vois de quoi je parle. Mais ces 2 bonhommes vont revenir sur leur déclaration plus tard, et ils diront non, on se trompe, on raconte ça comme ça. Bon alors, l'hypothèse, elle est séduisante, ça expliquerait le bonhomme qui a vécu dans la grange, parce que il serait revenu. Alors, finalement, il s'est dit, tiens, je vais retrouver ma famille, il serait revenu, il aurait observé un petit peu ce qui se passait dans la famille, en restant caché dans la grange, et puis il a vu le petit manège de sa femme avec son beau-père, et là, vengeance. Il tue tout le monde. Y compris sa petite fille. C'est quoi l'intérêt? Ah moi, il y a une autre hypothèse qui me plaît bien. C'est celle qui dit que c'est Andreas Gruber, le meurtrier. Et là, on est dans quelque chose de plutôt possible. Je te raconte l'histoire. Il se serait dit qu'en fait, Andreas a appris la liaison de sa fille avec Schittenbauer, et du coup que Schittenbauer était certainement le père du petit Joseph. Et là, ni une ni deux, hein. Le bonhomme, il couchait avec sa fille, hein, quand même, il est amoureux de sa fille. Son sang n'a fait qu'un tour, il s'est fâché, il a voulu l'étrangler. Tu te rappelles? Victoria. Elle a des marques au cou. Il s'est battu, il l'a tué. Voilà, fin de l'histoire. Non. Parce que pendant ce temps-là, le chien s'est mis à aboyer, il était paniqué le bétail. Donc, la vieille est venue voir. Quick. Il faut se débarrasser des témoins. Et puis c'est la petite qui a fini par arriver. Quick. Et puis là, Andreas, il a quelques petites antécédents d'inceste. On est à la limite de la pédophilie quand même, hein. Et ce serait pour ça qu'il aurait déshabillé la petite Casilia. Et puis là, après, il a fait sa vie tranquille, hein. Il n'a pas pu enterrer les corps, en effet. Voilà, il a trait les vaches, il s'est fait à manger, il a vécu au milieu des cadavres, hein. Tranquille, parce qu'il a été achevé les 2 autres, parce qu'il fallait toujours pas qu'il y ait de témoins directement à faire. En plus, Joseph, c'était pas son fils, il s'en foutait royalement. Et voilà, il fait sa vie, tranquille. Et c'est là que Schittenbauer arrive dans la ferme. Peut-être pour voir son fils, peut-être pour discuter avec Victoria, ça on sait pas. En tout cas, voilà, Schittenbauer découvre les corps. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'il a dit que les corps n'avaient pas pu être enterrés à cause de l'état du sol. Il confronte Gruber, bagarre. Parce que Gruber, il a des traces de coups. Et là, peut-être il le pousse un peu violemment. L'autre carotide sur la pioche. Et dead. Donc là, Schittenbauer, il laisse quelques jours passer, hein, pour pas qu'on se dise, ouh, il s'est passé un truc ce jour-là, il était bizarre. Hein. Et il fait mine de découvrir les crimes un peu plus tard. Elle est pas bonne, mon explication?
Donc du coup, en plus dans cette explication, t'as la réponse à tout. Pourquoi le calendrier a été arraché, qui c'était le petit bonhomme qui s'était approché avec sa lanterne là en pleine nuit? Andreas. Et d'autant plus que le Schlittenbauer, il a dit lui-même qu'il s'était rendu plusieurs fois à la ferme pour tenter de discuter avec Victoria, qu'il avait vu personne. Donc si, il a vu Andreas. Il a peut-être trouvé carrément pyjama, taché de sang, etc., etc. Et voilà. Alors, on sait pas. Là, voilà, on peut trouver plein d'explications à tout. Mais en tout cas, moi je trouve que l'histoire, elle est plutôt très bonne, racontée comme ça. T'imagines? J'ai peut-être résolu le crime d'Interfake. Oh, je l'ai bien dit en plus. Donc Schlittenbauer, il va garder son secret pendant de longues et nombreuses années. Il avouera jamais le crime, il racontera jamais ce qui s'est vraiment passé. Et voilà comment tu te retrouves avec un des plus grands mystères judiciaires de toute l'Allemagne, encore aujourd'hui. Le dossier, il va être refermé officiellement en 1955. Il y a toujours quelques petits enquêteurs qui vont essayer de résoudre l'affaire, dont des étudiants qui disent qu'ils pensent avoir trouvé le meurtrier, mais qui, par respect pour ses descendants, ne révéleront jamais la vérité. Ouais, moi j'aurais pu le faire aussi, ça. Heureusement qu'il y a qui c'est qui pour te dire la vérité. En tout cas, j'espère que l'histoire t'a plu, et que tu auras envie peut-être de découvrir d'autres vidéos sur la chaîne. Tu vois, j'en mets là, toi tu t'abonnes, tu fais tout, je t'en mets autour. Il y a du urbex, il y a du paranormal, il y a absolument tout. Et je te dis du coup, à la prochaine. Donc, et surtout, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, et tu dis à toute la famille de t'abonner, puis même tes potes et machin et trucs. Au revoir.